Le problème, on va mettre ça sur le compte de la jeunesse. On va mettre ça sur le Oui, compte de oui, la oui. jeunesse. Il te dit, t'es trop jeune pour les attentats de 2015, donc si tu veux que je te le dise, mec, c'est pas Oui, grave, oui, laisse oui. tomber. Euh, Mais, oui, s'il se dit de philosophie matérialiste, de gauche, tout ça, franchement, il devrait lire un peu les propositions de loi de Maurice Allard. Il va faire un peu une syncope. Ses discours, comment il était oui, euh, incisif, hein, et comment il n'y avait pas de main morte envers les institutions religieuses, c'était sans pitié, hein. oui, mec, oui, oui. Mec, juste Et, rapidement, et d'ailleurs, en plus, ces critiques, moi j'aurais bien voulu qu'il les développe un peu. C'est dommage qu'on ait tourné un peu en rond parce que à un moment il dit discours de haine, etc. Mais genre qu'on dit oui, la laïsme efface la culture, etc., etc. Euh, mais je comprends pas. Il y a 100 ans, on disait la même chose du christianisme. Est-ce que il allait dire des gens justement qui étaient peut-être athées matérialistes qu'ils étaient des haineux? En fait, c'est ça que je comprends pas. Et moi, j'aurais bien voulu qu'il développe, mais c'est dommage que il n'ait pas voulu, tu Bad, vois. Badmuche va développer, Badmuche va développer, j'espère qu'il développera bien. Bah, lui, je sais pas s'il va développer. Ah, je ne sais pas s'il Badmuche, va développer. tu nous paieras un kebab avec l'argent YouTube. Aïe, Ah aïe. là, parce que j'ai pas Attends, discuté avec toi il le faut- ventre vide. Oui. il faudrait peut-être lui envoyer un lien. Peut-être qu'il est disponible. Ah, envoyez-lui un lien, les gars. Envoyez-lui un lien. Dites-lui qu'il y a Quick Express en direct. Alors, on va lire un article ici. C'est un article par rapport Excuse-moi, au procès. Régulus, Oui, je te coupe la parole, je vais devoir vous laisser. vas-y, pas de souci. Par contre, ben, je reste dans les parages, tu sais, dans les auditeurs. Ok, ok, Je vous ok. écouterai. Et voilà. Merci. Envoie un lien à Bad Mulch. Envoie un lien à Bad Mulch. Voilà. Je le connais même pas. C'est Va pas sur son grave. Twitter. Il te connaît sûrement. Il te connaît sûrement. Oui, il te connaît. Ah, il Alors, m'a sûrement bloqué alors. il Ciao. a, ciao. Alors, mec, ça c'est un article, tu sais, en gros sur TF1 Info, ils ont couvert toute la partie sur le procès Paty, et à chaque fois ils te publient donc la retranscription des échanges verbaux qui ont eu lieu dans le tribunal. Ok. Et là, c'était avec un des accusés qui ont participé indirectement ou directement à ce massacre, et il s'appelle Youssouf Sinar, turc de 22 ans, et a été le dernier à être interrogé sur les faits. Voilà, ce jeudi matin au procès, Youssouf a répondu à de nombreuses questions qui ont été posées sur les faits. Ce Turc de 22 ans, à l'isolement depuis 4 ans, est poursuivi pour association de malfaiteurs terroristes et court 30 ans de réclusion criminelle. L'accusation lui reproche notamment d'avoir partagé le groupe Snapchat Sbar avec Abdullah Anzarov. Donc des groupes Snapchat sombres, mec, sombres. Groupe dans lequel il a été diffusé le message de revendication d'Anzarov et des photographies du corps de Samuel Paty. Il lui est également reproché d'avoir diffusé plutôt le message de revendication du terroriste ainsi que de vidéos en hommage à ce dernier. C'est au collège d'Evreux qu'il rencontre Abdullah Anzarov. On est proche de parce qu'on vit côte à côte, mais on n'a pas nos numéros de tel. On n'a jamais traîné ensemble, mangé ensemble. Détaille l'accusé. Cheveux longs noués, barbe taillée, veste noire. Moi, par exemple, je mange avec quelqu'un, mais c'est pas pour ça que je suis proche de lui. Manger avec quelqu'un ne fait pas de quelqu'un qui est proche de toi. Veste noire et chemise blanche, violenté par un père radical. C'est la fille contraint à la prière, privé de jouer. Ah, privé de jouer, mec. Privé de jouer. C'est pour ça qu'il a la haine. Il a la rage, mec. Il a la rage. Il a la rage. Ah, Il n'a pas eu de Game Boy Advance. Il n'a pas eu de GameCube. Il n'a pas eu de Play 1, de Play 2, de Play 3, de Play 4. Et oui, 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 mec, oui. Oui, oui. Il n'a pas eu de Xbox. Xbox 360. Il n'a pas eu de Nintendo DS, de PSP, de PSP Vita, de Nintendo DS 3D, de Wii. Voilà. Il n'a pas eu tout ça. Là, ils régulent, ils ont tout le ah, catalogue. J'ai un pote qui avait toutes les consoles.
Oui, oui, on en connaît tous un. On en connaît tous un. Ah, bon, je continue. Tac, 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 violenté, prié de jouer, Youssouf Siant retrouve à cet âge une forme de liberté après le divorce de ses parents, aux côtés de sa mère, de sa sœur et de ses frères. Il sera déscolarisé à l'adolescence après plusieurs incidents. En mai 2017, il jette une bouteille d'acide chlorhydrique et d'aluminium dans une école maternelle en construction. À cette époque-là, faire ce genre de pétard, c'était à la mode. Oui, c'était à la mode. Apparemment, en France, c'est à la mode de jeter des putains de bouteilles d'acide chlorhydrique et d'aluminium. C'est cool, c'est à la mode. C'est à la mode. Ah, بزاف j'en ai marre. Voilà, c'est à la mode. Ensuite, en 2018, il se rend au collège avec un couteau, un pistolet à billes. Tranquille, c'est la base, c'est la base. Qui ne se rend pas au collège avec un couteau et un pistolet à billes? Pistolet à billes. Donc, l'adolescent trouve refuge dans l'alcool, les stupéfiants, les réseaux sociaux et le net. Il y visionne des photos et vidéos, notamment sur le site américain BestGore. BestGore. J'ai regardé les vidéos de décapitation, et pas uniquement de Daesh, mais aussi de narcotrafiquants. Ya Rab, des Ah, narcos, mais la Daoula, ça m'a pas trop intéressé, hein. c'est ça, c'est ça. Les narcos étaient meilleurs. Les narcos étaient meilleurs. Ensuite, ça n'a pas trop intéressé Daesh. Je regardais aussi des vidéos de suicide. Avec mon cousin, on faisait une compétition. Qui allait regarder les vidéos les plus gore? Par curiosité. Ça me donnait des frissons. Harry était en manque de s'ascension forte, explique-t-il. Dans le même temps, celui-ci se rêvait star ou youtubeur. Imaginez les gars, ça serait peut-être le futur Squeezie, le futur Cyprien. Voilà, la future star youtubeur. Ou tireur d'élite, comme son oncle en Turquie. Ah ouais, mais il faut plus s'entraîner et Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. il faut plus s'entraîner, être plus, sérieux, quoi. Ah là, c'est pas en jetant des C'est pas putains de voilà, bouteilles exactement, d'acide c'est ce que j'allais dire, hein. que tu vas Est-ce que devenir un dieu du... exactement, est-ce que les tireurs d'élite, hein, ils vont jeter des pétards dans les maternelles? Je ne pense pas. C'est pas pour protéger, Ah, pas pour tout c'est nul, détruire. nul. Tu es nul. Youssouf, tu es nul. Un nulard. Putain. Alors, crée son compte Facebook, Kalash, KLH. Et diffuse des sketchs sur sa chaîne YouTube sur le même pseudo. Putain. Nul, 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 nul. En 2020, Youssouf se retrouve dans le groupe Sbar avec Abdullah Anzarov, Ismaël Gamev, co-accusés. Les caricatures de Charlie Hebdo, les cours du professeur, les vidéos de Shnina et Sifrioui n'y ont jamais été invoquées selon l'accusé. Le terroriste, le 16 octobre, y envoie le message: J'ai une épreuve, faites des doigts, invocation dans l'islam pour que je réussisse les frères tout de suite. Qu'Allah vous récompense. Ya Rabba, qui a pas connu ça? Les fameux doigts pour les examens. Pour les examens. Je n'ai pas Oui, révisé, mais Allah va m'aider. Allah va m'aider. Gamev assure qu'il demandait des doigts car il passait son permis raté une fois. Sinar soutient, lui, qui pensait que le Tchétchène, 18 ans, avait une épreuve au lycée. Anzarov, envoie-moi la photo de la tête, envoie la photo de la tête plutôt de Paty décapitée. Moi, je ne l'ai pas cru. Qui va croire un truc comme ça? Pour moi, c'était impossible que Abdullah fasse un truc comme ça. Clame l'accusé. Et d'ajouter, c'est par pour respect, manque de respect à la famille de Monsieur Paty, mais quand on a reçu l'image en gros, il n'y avait pas beaucoup de sang. L'image, elle était nette. On pensait qu'il l'avait téléchargée sur Google. Ah, le mec, parce que c'est un professionnel, lui, il connaît. C'est pour ça qu'il t'a dit, il n'y a pas beaucoup de sang, c'était net, voilà, donc tranquille. Donc, le sort du drame, Youssef ça fait Sinnar peur, hein, va... un peu, quand même, hein, tout ça. Là, on lit, on a du recul, mais c'est effrayant, les gars, c'est vraiment Oui, effrayant. oui, Des il te groupes dit, il y avait pas sang, trop de sang, tout ça, ça, tu te demandes, il a fait un travail chirurgical. Ça fait peur, mec. c'est ça, c'est ça. Mais toi, t'étais pas avec nous hier, avec Bébert, quand on a lu un autre témoignage. Le mec, il te dit, Anzarov, qu'est-ce qu'il faisait, mec, la veille de l'assassinat, mec? Il s'entraînait à regarder des vidéos de Eid, mec, de Eid, comment tuer les moutons. Et ensuite, il regardait des vidéos de Daesh, de décapitation. Il y a Voilà, mec. pas... Mais c'était pas, il y avait pas un Belge aussi qui avait mis à disposition un manuel. Possible, oui, oui, c'est vrai, possible, possible. Ah, je sais plus Oui, qui oui. c'était, quel taré encore. Je sais pas si c'était Omar Horrible. Homsen ou je sais
Quel connard encore. En tout cas. Mais quand on a reçu l'image, oui, sûrement, ça devait être un type comme ça. L'image était le soir. Désolé, je me perds un peu dans la lecture. Voilà, c'est bon. Donc le soir du drame, Youssouf Sinar va devant le de domicile d'Anzarov. Voilà, il a dit: Vous avez tué mon pote. On n'est pas des terroristes. Vous prenez pour des terroristes. Hurle-t-il avant d'être interpellé car il portait un couteau. Les gars, voilà, on lit des trucs atroces. Il faut bien qu'on essaie de jouer un personnage pour continuer à lire, sinon on va devenir fou. Hurle-t-il avant d'être interpellé car il portait un couteau. Relâché peu après, il partagera avec plusieurs personnes le tweet de revendication d'Anzarov avec la photo décapitée de Samuel Paty. Il sera à nouveau interpellé le 18 octobre avant d'être incarcéré le 20 décembre. Dans ses appareils électroniques a été retrouvée une photo du cadavre d'Anzarov sur lequel Sinar a apposé un emoji de cœur brisé et une photo du terroriste en vie avec des cœurs. Mec, c'est horrible, mec. Je suis désolé, mais c'est pas normal. C'est quoi ce psychopathe, mec? Bzaf. Il prend la photo de Oui, oui. son ami, il met un cœur dessus. Mec. Qu'est-ce que c'est que ce taré? Qu'est-ce que c'est que ce taré, mec? Bzaf. C'est trop. Trop. BZF, mec. Je sais pas pourquoi j'ai partagé cette photo, je l'avais trouvée sur un site russe. Putain, mec, il est parti dans un site russe sombre pour trouver la photo. Putain. Selon lui, Anzarov avait zéro problème. Oui, bien sûr. Zéro problème. Comment je peux savoir qu'il peut faire un attentat? Il avait toujours le sourire. Il y a nul, mec. Je vois pas le rapport. Qu'est-ce que c'est que ce putain de lien? Il avait le sourire, donc il ne pouvait pas faire d'attentat. Mais après, Nul. mais après, Stupide. en vrai de vrai, là, par rapport à ce que l'autre il nous disait là, YM, par exemple, ils vont nous dire oui, mais vous voyez, l'extrême droite, ils vont reprendre ça, ils vont dire, vous voyez, ni pardon, ni haine, etc. Euh, mais en vrai de vrai, comme il dit Mohamed Harkoun, on est en droit de se poser des questions quand même. Alors, ce mec qui te dit, il est souriant. Ben, comment un mec qui sourit, hein, va aller s'attaquer à son prof? En fait, faut expliquer aux gens, sinon ils peuvent pas comprendre. Tu vois ce que je veux te dire? Je me dis, ah, il n'avait pas de Oui. problème, c'était un mec normal. Je sais pas, on est chez les fous en fait. On est chez les fous. Non, mais c'est vrai. Donc, Oui. les gens ils nous disent oui, la haine, la haine. Non, en fait, c'est juste que là, les gens qui disent la haine, moi je pense qu'ils sont dans la phase encore de sidération. Abou Bakr Naji. Oui, Tu vois, je pense que ces gens-là, ils sont sidérés. Parce que, tu vois, lui, dans sa tête, tout à l'heure, il disait, euh, moi, ça m'intéresse pas, etc. C'est-à-dire que le mec est déconnecté. C'est-à-dire, il se passe des choses, mais ça ne m'intéresse pas. On lui envoie des trucs, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux même pas lire. J'ai même pas lu. Tu vois ce que je veux te dire? C'est pas au-dessus de la tête. Putain. Putain. En tout cas, attends, je lis la suite. Donc, dans ses avoirs électroniques, il y avait toujours le sourire, dit celui qui indique avoir pris conscience de la radicalisation de son ami après son acte. Je n'étais au courant de rien, je n'étais pas au courant du projet. Si j'avais été au courant de quoi que ce soit, je l'aurais avoué. Jure l'accusé avant de lâcher devant les victimes. Je suis de tout cœur avec la famille Paty. Je serai de tout cœur avec eux jusqu'à mon dernier souffle. Ils ont du courage, de la force. Toutes les familles de victimes devraient prendre exemple sur elles. Ça va, il s'est bien rattrapé. Ça va. Peut-être c'est pour alléger la peine, mais au moins, il s'est bien rattrapé. C'est pas grave. C'est pas grave. En tout cas, c'est à la famille, de toute façon, de la victime de lui pardonner, hein. Tac. Attends, je suis en train de voir. Ah, voilà, intéressant, c'est bon. Ça, c'est très intéressant, mec. Ce que je suis en train de lire là. T'es là ou pas? Allô? Oui. Regarde, mec, tu vois ou pas? Non, pas encore. Lookman Ingar, écoute ce qu'il dit. Début novembre, au début du procès donc de l'assassinat de Samuel Paty, Lookman Ingar, il te dit n'a pas avoir changé de position. Il te dit je conteste ma culpabilité. Déclare le jeune homme de 22 ans, soigneusement peigné, veste bleu marine, chemise blanche. Donc, c'est en juin 2020 que Lookman Ingar a eu, depuis la réunion où il vit, un premier échange avec Anzarov. Le terroriste lui avait écrit: Tu aimes les talibs, tu aimes les talibans.
Mais c'est trop que des textes sombres. Ce à quoi Ingar avait répondu, ben un peu quand même, avec un smiley mort de rire. Un peu quand même. Au cours de l'été, en plein confinement, Ingar rejoint sa famille en métropole. Il a 18 ans, un bac scientifique, mention bien. Ah, tu n'as pas eu mention, très bien. Tu n'as pas eu mention, très bien. Et suit des études d'infirmier. Voilà, t'aurais dû avoir mention, très bien. Mais ça va, études d'infirmier, c'est bien, continue. Donc, musulman pratiquant, Tu celui vois, qui assure un... Bouéja, Oui, les bad bugs et les YM et tous ces zigotos-là, hein, est-ce qu'ils comprennent qu'il y a des gens avec mention bien qui te disent oui, JM les talibs. Tu vois, ils écrivent en plus en mode hein, c'est la cité. C'est l'argot, c'est les comment on appelle les abréviations, tout ça. Hein? c'est ça, c'est ça. Ben, un peu Mention quand bien, même. ya Rabbak, hein. C'est comme l'autre Oui, là, oui. l'artificier du 13. Hein? Il a Oui, écrit oui. prépa. Prépa, voilà. Prépa, c'est ça. C'est ça. Alors, donc, je continue. Musulman pratiquant, qui celui qui n'assure n'avoir jamais radicalisé, fréquente aussi les lieux de culte. Quand il a des questions sur la religion, il va sur les réseaux sociaux et sur des sites internet par lesquels il consulte des vidéos et photos. Vous intéressez-vous à la charia? Interroge le président. C'est un des sujets auxquels je m'intéressais, mais dont j'ignorais tout. Ma famille me disait que j'étais trop petit. J'avais cette volonté de comprendre, je me suis tourné vers les réseaux sociaux et j'avais totalement tort. En 2020, il a créé le fameux groupe Snapchat étudiant en médecine. Ah, tu vois là, Abou Neja, ça c'est un truc qui est intéressant par Ah, contre. oui, 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 Lorsqu'il dit, on lui a dit qu'il était trop petit. En fait, là, c'est un truc à double tranchant, en fait. c'est Parce ça. que d'un côté, on va te dire, t'es trop petit pour comprendre des trucs et tout. Mais si on te s'agit aussi trop petit, on va te radicaliser d'un côté. En fait, c'est pas le problème de ce qu'on disait tout à l'heure. Exactement, C'est qu'en exactement. fait, c'est finalement quel discours tu véhicules à travers le temps. Qu'est-ce que tu apprends, qu'est-ce que tu véhicules aux gens. En fait, les gens, ils veulent pas comprendre que, voilà, le mec, il te dit, moi, je t'oblige de faire ci, faire ci, la fille de Sifrewis, c'est pareil, l'autre, c'est pareil, je sais pas quoi. Est-ce que ils mentent ou est-ce que c'est vrai pour, euh, par rapport aux réductions de peine, tout ça? Non, on sait pas. En tout cas, c'est leur déclaration. À partir de là, nous, ce qu'on constate sur les déclarations, peut-être ça a été bien ficelé par les avocats. Mais en tout cas, si c'est bien ficelé par les avocats, ben, ça confirme que ce qu'on dit en fait. C'est QFD. C'est QFD. Exactement. Alors, donc ici, il écrit quoi? Il te dit qu'il a créé un groupe Snapchat. Et ce groupe Snapchat, il l'a appelé étudiant en médecine. Pour lui, selon lui, voilà, pour parler de sport, de religion et d'actualité avec Anzorov et Gamal. Il est aussi largement question de djihad, du groupe islamiste Hayat Tahrir al-Sham, HTS. HTS, voilà, HTS. Voilà. Donc il y a des gens, tu vois, depuis là 2020 et là 2024. HTS est au pouvoir, ya Rabbak. Hein? 2025 maintenant, 2025, ya Rabbak. qui a Voilà. pris la tête de la Et rébellion donc il y a avant des de gens qui nous quitter disent le oui, mais Brésil. non, mais en fait, pourquoi en France, il n'y a pas de problème, etc. Pourquoi vous vous focalisez? Je te dis, mais qu'il y a des gens, ils sont à la Réunion. Je crée un putain de groupe de médecine avec des gens qui ne sont pas en médecine. Déjà, expliquez-moi le concept, les frères. Hein. Et en plus de ça, le mec, il te dit, t'aimes bien les talibs? Oui, j'aime bien les talibs. Et en plus, il te dit quoi? Oui, on parlait de HTS. Franchement, je crois qu'il y a des gens, ils sont vraiment à côté de la plaque. Donc, en plus, tu sais, c'est comme les histoires comment ça s'appelle? Imagine, on parle de 2020, le mec venait de passer son bac. Et on a des sondages, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils disent oui, 70% des jeunes, je sais pas quoi, euh, ils prennent la charia, je sais pas quoi, blablabla. Ok, oui. Mais qu'est-ce qu'ils prennent? Quel type de charia? Avec quel groupe? Est-ce que dans ces statistiques, peut-être il y avait, il comptait ce mec-là? Hein? Mais ce mec-là, il veut pas juste, la charia, il te dit pas juste les lois sont supérieures ou je sais pas quoi. Il soutient HTS, Exactement. après, il te dit Ah, oui, mais non, mais en fait, mais comment, mais pourquoi? En fait, même les statistiques, en vrai de vrai, elles sont catastrophiques. Mais en réalité, si les questions elles étaient bien posées, déjà peut-être qu'on y verrait mieux. Peut-être que finalement, peut-être que il y aurait moins de gens qui, tu vois, si tu poses bien la question, peut-être que, parce que quand tu dis, voilà, quand tu poses des questions générales, surtout avec des mots aussi connotés, avec un imaginaire, avec des interprétations différentes.
pense qu'il y a un gars, tu lui poses la question. Lui, dans son référentiel, t'as pas l'impression de dire un truc de ouf ou pour lui, c'est basique. Ben oui, la charia, basique, normal. Enfin, loi de Dieu, normal. Mais lui, dans sa tête. C'est vrai, en fait. Après, mais oui, après, ça dépend. Nous, on va faire la différence quand même entre ces gars-là, là, qui, euh, les mecs, ils soutiennent quand même des groupes, hein, je vais te dire. Non, ça n'a pas intéressé quand on était jeune jusque-là. Et là, apparemment, si. Donc, je sais pas, c'est de la folie. Exactement, oui, bien sûr. Alors, attends, je continue. Donc, question de l'avocat. Tac, tac, tac. Ah, ouais, c'est bon. Donc, Lukman Ingar maintient pourtant n'avoir rien vu de la radicalisation de ses interlocuteurs. Si vous ne percevez pas ce qu'il y a de problématique dans ce groupe, n'est-ce pas parce que vous êtes complaisant? Questionne l'avocat. Il dit non. Rétorque simplement l'accusé sans convaincre. Bah, si tu, moi, j'aurais insisté. Comment ça, non? Tu es complaisant. Moi, je dis tu es complaisant. Direct, sans invité, tu es complaisant. C'est pas normal que ça te dérange pas, comme a dit Ruhen. Il y a un problème. Quand le mec lui parle de charia, lui, il va pas comprendre de quoi, pourquoi est-ce que t'es choqué. Il va dire, ouais, c'est la loi de Dieu, tranquille, la charia, je comprends pas pourquoi ça, en quoi ça vous gêne. Beaucoup de musulmans, donc, quand vous parlez de charia, ils vont dire, oui, on soutient la charia, parce qu'ils ne comprennent pas les implications qu'il y a derrière. Ou sinon, ils se disent, oui, mais c'est légitime, le djihad, oui, mais c'est légitime, la loi d'Allah, oui, mais c'est légitime. Parce que derrière, pour eux, Allah, c'est vrai. Mohammed a vraiment existé, a vraiment prêché le Coran. Le Coran est un message divin. Les préceptes coraniques sont de l'ordre de la vérité absolue. Comprenez? C'est comme par exemple, tu sais, cette histoire de Hamas, par exemple. Si on dit par exemple à l'époque ou même aujourd'hui, peut-être il y a des jeunes qui soutiennent le Hamas et tout. Mais dans le même temps, t'as des personnes, ils vont peut-être te dire non, on soutient le Hamas, mais on soutient pas le terrorisme. Tu vas te dire, mais c'est quoi cette dissonance? En fait, ce que les gens comprennent pas, je pense, c'est que derrière, il y a eu tout un tas de discours où on a dit oui, mais que le mec se battait pas armes égales, etc. Et en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, finalement, Régulus. C'est est-ce que les mecs, ils font une guerre asymétrique parce que euh, ils n'ont pas le pouvoir, etc., et que c'est juste un moyen d'arriver légitimement, etc., et ensuite ils vont se calmer? Ou, comme nous on sait par rapport au Ash'ari, par exemple, la fin justifie les moyens. Et donc à partir de là, si aujourd'hui ils autorisent tous les moyens, pourquoi demain ils vont se les interdire? Je comprends pas. Exactement. Exactement. Et en fait, Donc, elle est là l'ambiguïté. En fait, elle est là l'ambiguïté. C'est que euh, euh, dans le lot de personnes qui légitiment ou non la violence, il y a des gens qui sont dans une mentalité la fin justifie les moyens, et d'autres non. D'autres ils sont juste ils vont te dire dans une situation conjoncturelle où les mecs ils sont plus faibles, donc ils font avec les moyens du bord. Mais l'action elle-même, ils valident pas. Ou par exemple, ils vont pas valider, comme il avait dit David Valla, même au sein des groupes combattants, hein, il y a des gens ils vont s'attaquer plutôt aux représentants de l'État et d'autres qui vont pas faire de distinction du tout. Et le piège, à mon avis, il est là dans le sens où, justement, ceux qui entretiennent les confusions, les amalgames, ceux qui disent oui, justement, pas d'amalgame, etc., qui refusent de parler des sujets précis que nous on aborde, parce que nous, on s'étale pas, tu vois. Enfin, quand je dis on s'étale pas. Lorsqu'on traite un sujet précis, c'est un sujet précis. On parle de tel groupe, tel groupe, tel groupe. Viens pas nous sortir du cadre et nous ramener dans un cadre général. Ça n'a aucun sens. oui, exactement. Je suis d'accord. Je continue. Donc, jamais j'aurais pu imaginer que ce mec était aussi nerveux. Savait-il quelque chose du projet mortifère du terroriste? Non, répond-il encore, jamais derrière l'écran, j'aurais pu imaginer que ce mec était aussi nerveux. Il me disait qu'il était contre le terrorisme. Comment a-t-il pu connaître un acte pareil? Il a dû avoir un déclic. Explique Lukman Ingar. Le président Frank Zinetara s'étonne que l'accusé n'ait pas tilté en voyant certains messages d'Anzorov dans lesquels il insultait notamment les femmes ou évoquait l'égorgement comme une solution au problème. L'accusé reconnaît avoir
vu certains mots violents, mais très peu assurent-ils. En fait, le problème, mec, c'est que la notion de choc, de violence, n'est pas la même pour tout le monde. C'est ça que les gens comprennent pas. Ou des fois, en fonction de l'âge, en fonction de l'éducation, en fonction du prisme dans lequel on comprend, on perçoit, on accepte, les notions, les concepts, tout varie. Tout varie. Parce que un langage, il peut être ordurier, il peut être vulgaire, il peut être pervers, il peut être violent. Mais est-ce que pour autant, ça signifie que la personne est violente? Juste parce qu'elle tient un langage violent? Pas forcément. On peut tenir un langage violent et derrière ne pas être capable ou ne pas vouloir être violent physiquement. Ok, par exemple, ou c'est pas parce que Hanzarov te parle de d'égorgement qu'il va vraiment le faire. Voilà. Vous connaissez tous les expressions en mode je vais t'égorger, mais la personne elle parle, elle parle, elle parle, mais à la fin elle fera rien. Parce que passer à l'acte, ça implique beaucoup de choses. Ça implique une certaine folie, une certaine distanciation de sa capacité d'empathie. Donc là, oui, le mec il te dit, oui, il parlait de ça, mais moi, il n'y avait pas le recul suffisant en fait pour réussir à déterminer que la personne était assez tarée pour passer à l'acte. Ça le problème. Mais nous, par exemple. On fait ce qu'on appelle une sorte de toile de fond. On relie les mots-clés et on peut déterminer que la personne a un potentiel de dangerosité. Pourquoi? Parce qu'il y a des mots-clés qui ont plus de poids, de manière, en termes de coefficient, si vous voulez, que d'autres. Donc, si on réunit djihad, femme, égorgement, etc., quand on réunit tout ça dans un même tableau, là, ça commence à devenir chaud. Mais c'est vrai que si on décroche chaque mot à part, la personne, elle est peut-être un peu excessive, voire très excessive, mais est-ce que pour autant qu'elle est dangereuse? Elle est violente verbalement, est-ce que pour autant elle peut être violente physiquement? Et c'est ça le problème, c'est tout, c'est là où réside la difficulté. Tout pour un jeune. Donc, s'agissant des messages publiés le 9 octobre 2020, dans lequel Anzarov écrit qu'un professeur a montré le messager d'Allah nu dans une classe de quatrième, suivi d'un autre donnant l'adresse du collège et le nom de l'enseignant, Lorman Ingar, qui n'avait pas réagi à l'époque, et lu de nouveau, je pense que je ne les avais pas lus, Lachtin. Ok. Ok. Ensuite, je pense qu'il n'avait pas lu Lachtil. Que comprend-il quand le 16 octobre 2020, jour de la société Samuel Paty, quand Anzarov écrit à 15h38 sur le groupe Snapchat J'ai une épreuve faite des doigts. Donc, comme Ismaël Gamev, mardi, le Kohen Lingard déclare qu'Andar avait raté son permis 2 semaines plus tôt et qu'il pensait que l'épreuve était une nouvelle tentative de passer l'examen. Voilà. Ça, donc, et le message 15h40, faites des doigts en me demandant la shahada pour moi, Allah, je vous aime. Ça ne m'inspire rien du tout. Pour moi, la shahada, c'est personnel, c'est la profession de foi, ça n'a jamais été lié à la mort en martyr. Oui, ça, c'est vrai. Donc, à 16h55, le terroriste publie sa revendication sur Twitter. À 16h58, il renvoie la photo de la tête décapitée de Samuel Paty sur les réseaux. Ingar demande immédiatement à son frère de supprimer son message. Je suis choqué. Je me suis dit, c'est quoi ça? Je suis stupéfait quand je reçois ce truc-là. Je reçois une photo que je n'ai jamais Ah, reçue bonjour. avant. Oui? Oui, mon micro a été coupé. Mais je disais, si tu remontes juste un peu là, parce qu'il y avait un truc qui serait intéressant par rapport à l'histoire de la Mhm. shahada. Si le mec, lui, comme tu as dit, pour lui c'était un truc banal. Si en plus lui on lui a servi des discours où voilà, c'est la shahada, c'est un truc personnel, attestation de foi, et qu'il n'était pas dans l'ambiance martyrologie ou qu'il a jamais été confronté. En fait, c'est là où le problème, tu vois, et justement, lorsque les mecs disent oui, taquilla, taquilla, pas taquilla, non.
En fait, la confusion est réelle, parce qu'il y a des discours qui sont servis, c'est ça que les gens ne veulent pas comprendre. Parce que le mec, il se défend, peut-être qu'il est sincère, peut-être qu'il ment. Mais, pour savoir s'il ment pas, il faut poser les bonnes questions, tout simplement, à vous, les gens. Poser des questions d'ordre général, est-ce que vous êtes pour ceci, cela? Ça dépeint un peu le contexte. Là, il pourrait mentir, effectivement. Mais, si tu poses des questions précises, a priori, tu vas avoir des réponses précises. Souvent, une non-réponse aussi est une réponse en soi. Exactement, c'est ça. Alors, à 16h55, le terroriste publie sa revendication sur Twitter. À 16h58, il envoie la photo de la tête décapitée de Samuel Paty sur les réseaux. Lokman Ingar demande immédiatement à son frère de supprimer son message. Je suis choqué. Je me suis dit, c'est quoi ça? Je suis stupéfait quand je reçois ce truc-là. Je reçois une photo que j'ai jamais reçue avant de ma vie. J'ai jamais vu une tête comme ça, se souvient l'accusé. Sans réponse d'Anzarov, il lui demande de supprimer le message. Je ne comprends pas ce que je reçois, c'est abominable ce qu'il m'envoie comme contenu. Je réalise pas du tout ce que c'est Anzorov. Je réalise que c'est lui à 20h devant les infos, confie-t-il. Voilà. Je n'ai rien d'autre que de la haine pour cette personne. Soutient Ingar aujourd'hui. Comment j'ai pu discuter avec un terroriste? Ma mère avait mis en garde sur les réseaux sociaux quand j'ai vu la réaction le lendemain. Dans d'autres pays, ça m'a écœuré, conclut celui qui se dit aujourd'hui allergique à l'utilisation politique d'une religion. Non, là, c'est trop bezaf, mec. Quel connard. Là, c'est vraiment un connard. Là, c'est vraiment une merde. Je suis allergique à l'utilisation politique d'une religion. Mais ta religion est politique, sale merde. Elle est politique. Café Anzorov était politique. Ce que tu fais toi est politique. Ah, faut arrêter. Tout est politique quand il s'agit de religion. Bezaf. Je suis allergique à l'utilisation. Eh ben, sois malade d'allergie. Sois malade d'allergie. Fais une allergie qui t'emmène à tomber malade. Si t'es aussi allergique que ça, on te rendra malade. Putain, il t'a dit que j'ai allergique. Horrible, mec, horrible, horrible. Des gens, ils se rendent pas compte, en fait, de ce qui se passe. Il faudra, il faudra le relire, mec. Gestion de la barbarie. Gestion de la barbarie. Pour réussir à un peu rétablir les choses. Voilà. Je pense que les gens, ça fait longtemps que vous n'avez pas lu Gestion de la barbarie. Voilà. Il est temps de relire ça. Il est temps de relire ça. Attends, il est où? On redémarre du début, hein, ou pas? Oui, vite fait, vite fait. Alors, tac, tac, tac. Ah, voilà, sinon, on lit ce chapitre. Les cibles que nous devons frapper, les raisons de le faire. Nous avons dit que nous devons frapper toutes les cibles autorisées par la charia, mais il est nécessaire de s'attaquer plus précisément à des cibles économiques et compensées par le pétrole. On nous dira que nous sommes soumis à des campagnes médiatiques qui nous mettent systématiquement en accusation, en expliquant que, surtout, nous contribuons à appauvrir et affaiblir les économies des pays visés. D'autres diront que lorsque le groupe islamique en Égypte s'attaque directement au tourisme, ce n'est pas une bonne idée, que nous nous en prenons à des cibles interdites et que nous affaiblissons l'économie du régime apostat. Nous ne nous laissons pas prendre par de telles campagnes médiatiques lancées par le dit régime. Mec, t'as remarqué cette manière de parler, le dit régime et tout. Ça te rappelle pas quelqu'un? C'est censé me rappeler qui? Mike, mec, Mike, il parle comme ça. Ah, je sais pas faire attention, faudrait que je réécoute, ça fait longtemps. Non, mais c'est à l'écrit. Tu remarques beaucoup à l'écrit. Mais bon, Il c'est pas faudrait grave. que je. Mais comme il m'a bloqué depuis longtemps, je sais plus. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai, t'as raison. Euh, en Mais tout t'as vu, cas, il a dit quand même le régime à apostat. le régime apostat, oui, bien sûr, évidemment, évidemment. Je continue. Le fait d'attaquer des cibles économiques, celles dont profitent nos ennemis, à commencer par le pétrole, revient à frapper le cœur même de nos ennemis et leurs grands leaders ne peuvent être véritablement touchés qu'en employant les grands moyens. Les frappes économiques contraindront nos ennemis à dissuader des régimes déjà épuisés. Ah.
de protéger d'autres cibles potentielles, économiques ou autres, en puisant dans leurs propres forces de protection. Petit à petit, des signes de faiblesse se manifesteront dans leurs propres forces, surtout quand elles sont déjà limitées. Il faut savoir qu'il y a une sorte de règle dans les régimes apostats. Leurs forces de police et militaires en général et leurs groupes antiterroristes en particulier sont particulièrement vulnérables aux infiltrations. Il est par exemple plus sûr pour les services de renseignement égyptiens d'avoir 5000 officiers loyalistes que 20 000 qui ont été infiltrés par tel ou tel groupe islamique. À partir de là, ces régimes doivent limiter et sélectionner leurs forces selon les principes suivants. Protection personnelle des familles royales et celle des gouvernants. Protection des institutions présidentielles. Protection des étrangers. Protection du pétrole et des cibles économiques. Protection des complexes et sites touristiques. S'occuper en priorité de ces cibles constitue un obstacle dans la mesure où les zones périphériques et très peuplées seront privées de forces de protection et que les forces présentes dans ces zones plutôt auront des commandements fragiles. Et en tout état de cause, un nombre insuffisant d'officiers les plus performants, les plus qualifiés seront assignés à des missions de protection des cibles économiques et à celles des familles, des monarques et des gouvernants. Vous avez compris maintenant la stratégie ou pas? C'est ainsi que des forces, même nombreuses, seront structurellement affaiblies. Elles deviennent alors faciles à attaquer, ce qui permet de récupérer tout aussi facilement leurs armements. Les gens verront alors ces troupes s'enfuir, n'offrant aucune résistance. C'est à ce moment-là que le chaos et la barbarie commencent. Ces régions exposées ressentent cruellement cette absence de protection, à quoi s'ajoute l'épuisement et l'assèchement provoqués par des attaques contre les États musulmans non prioritaires et une opposition croissante aux autorités en place. Mais le lecteur ne doit pas se limiter à la seule compréhension de l'importance des frappes contre les intérêts pétroliers, sans élever les objections et des questionnements. Nous l'invitons donc à se référer au chapitre suivant. L'utilisation des principes de combat militaire confirmés par le temps. Compréhension du jeu politique de nos opposants et de leurs compagnons de route. Établir un équilibre entre confrontation et collaboration en accord avec la charia. Polarisation, spécialement en ce qui concerne l'argent et les médias. Bataille de la patience. Polarisation et argent, les lois universelles. Les lois universelles. Ensuite, chacun des chapitres évoqués ci-dessus comporte des passages qui éclairent bien, en facilitant la compréhension, les points sur le pétrole et l'économie. Ces passages expliquent comment les cibles visées peuvent être frappées sans effusion de sang ou d'argent. Très intéressant. Sans effusion de sang ou d'argent. Quand nos groupes sont en contact de zones de barbarie ou qu'ils ont la possibilité d'y accéder, qu'ils y disposent d'espions et d'alliés qui les soutiennent, ils doivent étudier la situation, voir s'ils peuvent développer une capacité à implanter pour gérer la barbarie. Si ces groupes s'unissent en une seule entité et s'implantent pour gérer la barbarie, il faut, en liaison avec les zones de barbarie environnantes, bien doser les concentrations en un seul endroit et des actions disséminées, de telle sorte que l'ennemi connaîtra les limites de son action répressive et ressentira un sentiment de mal-être. Ce mal-être que les chefs ennemis et leurs subordonnés ressentent effraie les chefs et leurs subordonnés qui commencent à se demander s'il ne serait pas plus sage de s'unir aux djihadistes pour mourir comme martyrs d'Allah plutôt que comme des pions des fidèles tyranniques. L'ennemi peut alors incliner vers un arrangement sans traité, bien sûr, et se contenter de se replier vers les lignes arrière pour y concentrer ses troupes et assurer la protection de ses intérêts économiques, en laissant ainsi la libre place et l'ennemi abandonne ses positions avancées, la sécurité vole en éclats et la barbarie monte en puissance. Dans le même temps, plus libres de mouvement, les djihadistes peaufinent leur développement, leur entraînement, leur progression, du même coup leur réputation et leur aura se précisent. Face à une telle force d'âme, l'ennemi n'a plus que deux choix, s'unir aux djihadistes ou reculer encore plus. Nous pouvons alors gérer la barbarie après avoir bien étudié la région où elle s'est installée et faire jonction avec nos avant-gardes. Les masses populaires seront notre appui, notre soutien, les plans les plus sûrs dans l'avenir, à condition que nos plans d'action soient transparents et que l'on sache tirer les erreurs du passé. Des leçons plutôt des erreurs du passé. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Oui, ben c'est la stratégie de l'épuisement, hein. Attaquer de partout, Exactement. comme il avait dit Mohamed Luizi, avec l'image comme les puces qui vont attaquer un chien, qui vont sucer ton sang, un parasite. Exactement. Attends, je continue. Donc, quand nous, voilà, attends, voilà, j'attrape. Quand une campagne médiatique accompagne l'étape de la gestion de la barbarie, sa tâche principale sera
de pousser le plus de gens possible à rejoindre ces zones que nous contrôlons, particulièrement les jeunes. Cela se fera naturellement à partir du moment où la transparence de notre plan et notre sincérité seront connues de tous. Quand nous disons que les masses sont un facteur difficile, nous ne voulons pas dire que notre mouvement dépend des dites masses. Nous savons qu'elles ne sont généralement pas fiables, compte tenu de ce qu'en ont fait les taroutes. Nous savons aussi qu'il n'y a pas d'amélioration des masses jusqu'à ce que la victoire soit acquise. On ne peut pas ignorer les masses et ce qu'elles représentent. Aussi, le rôle des médias politiques est de gagner leur sympathie ou du moins s'assurer de leur neutralité. Mais nous savons que nous jouissons dans les masses par la grâce d'Allah et par sa permission d'une réserve capable de passer à l'action à partir du moment où nous privilégions les meilleurs de l'Oumma par rapport au gros de la troupe. Au gros de la troupe. Des moutons. Troupe. Nous implorons Allah de nous pardonner nos péchés pour nous ranger au rang des élus. Nous avons besoin de 500 000 djihadistes pour mener notre combat à long terme. 500 000. Et nous souhaitons pouvoir accroître ce nombre par l'apport d'une nation d'1 milliard d'êtres. 1 milliard. 1 milliard. Ce qui est plus facile que de l'accroître avec des jeunes en proie au doute par des chirs maléfiques. Par des chirs maléfiques. La jeunesse de la nation musulmane est plus proche de la nature humaine innée compte tenu de la rébellion qui l'habite, comme nous l'a montré l'expérience. Des événements récents ont clairement démontré que les personnes ordinaires, du fait de leur nature humaine innée, ont su manœuvrer bien plus efficacement sur les groupes islamiques inertes qui livrent leur religion aux moines maléfiques et aux rabbins. Aux moines maléfiques et aux rabbins. Donc, nous avons vérifié que l'élaboration d'une campagne médiatique doit commencer par réfuter les doutes des chirs maléfiques, même si cette campagne s'adresse directement aux masses. Le doute n'a pas sa place, mais on doit penser à une présentation taillée sur mesure à la mentalité du peuple et contrebattre ce qui les empêche de rejoindre les rangs djihadistes, en commençant par montrer au peuple musulman qu'il y a une manière de penser et des émotions différentes de celles des deux voies, capitalisme et marxisme. Capitalisme et marxisme. Voilà, donc entre le capitalisme et le marxisme, il y a l'islam. Il y a l'islam. Voilà. Et oui, 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 il faut lire ce genre de livre. Il faut comprendre la mentalité. Il faut comprendre la mentalité. Voilà. Par exemple, là, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit les principes et les mesures politiques fondamentaux pour mettre en place les étapes de la gestion de la barbarie. Maîtrise de l'art de la gestion. Par la grâce d'Allah, le grand œuvre islamique organisé commence à être géré au niveau administratif, le plus haut dans le monde musulman, et plus spécialement par les organisations djihadistes. Il n'en reste pas moins que ce grand œuvre a besoin de plus de maîtrise et plus d'entraînement. Voilà. Donc, surtout depuis que nous nous approchons par la grâce d'Allah d'un stade où notre gestion demande à être étendue à ce que nous appelons l'étape de gestion de la barbarie, étape où nous aurons à traiter avec des centaines de millions de gens qui nous demanderont de plus en plus d'administrer des régions au fur et à mesure que les gouvernements s'affaibliront. Voilà. Donc, centaines de millions de gens. Si nous ne sommes pas prêts à faire face, nous rencontrerons de sérieux problèmes, pour ne rien dire de la nocivité qui résulterait de conduites hasardeuses d'une administration trop rigide. De par sa rigidité même, stopperait notre action et oblitérer son développement et sa progression. Voilà. Donc là, il te dit quoi? Il te dit, l'une des pratiques de l'art de la gestion et l'apprentissage d'établissement des comités, d'organisations spécialisées, la division du travail. De sorte que toutes les activités ne retombent pas sur les épaules d'une seule personne, d'un petit groupe de personnes. De plus, d'avoir à entraîner toutes les individualités et de passer de la théorie à la pratique pour que si l'un des gestionnaires venait à disparaître, un autre surgisse pour prendre sa place. Et il est nécessaire que chaque individu soit formé à toutes les maîtrises pour pouvoir, selon les besoins, passer d'un poste de combat à un autre, étant bien entendu que les individualités n'auront rien à connaître des secteurs dont ils n'ont pas à connaître. Je suggère plutôt un entraînement et un passage à la connaissance pratique. Voilà. Ah là là là. En tout cas, moi je vais vous laisser, on va s'arrêter là, et je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt. Ciao, ciao. Parlons de sunnite. Moi, je suis Jacques Le Fou. Moi, je présente un projet de société humaniste contre l'obscurantisme. Toi, qu'est-ce que tu présentes? Tu présentes un projet obscurantiste. Moi, mon projet de société, je peux pas marier les petites filles. Je peux pas la lapidation. Toi, dans ton projet de société, tu peux lapider. Tu peux faire le mariage des petites filles en vertu des textes sunnites, de l'islam sunnite. L'islam est faux.
Parce que on peut marier des petites filles. Regarde, moi je veux apaiser ton cœur en jouant de la guitare. Tu vois, la guitare, elle apaise.